William, sur cette justification, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas un peu facile, cette justification? Non, je pense qu'il donne beaucoup d'éléments pour comprendre ce qui s'est passé ces 24 dernières heures. En fait, Prigojine était un peu dos au mur parce qu'il allait perdre Wagner, notamment parce qu'un décret russe prévoyait que Wagner, comme d'autres sociétés militaires privées, devait intégrer d'ici le 1er juillet l'armée officielle. Donc il allait perdre son levier politique et son moyen d'influence, et également son business, parce que Wagner lui apporte beaucoup d'argent. Face à ça, ce que fait Prigojine, comme il l'a fait à Bakhmout, comme vous l'avez rappelé, c'est qu'il a tenté de poser un rapport de force contre l'état-major russe, le ministre de la Défense russe, Shoigu, contre l'état-major Valéry Gerasimov et implicitement contre Vladimir Poutine. Seulement, ce qu'il n'a pas fait depuis décembre, mais ce qu'il a fait hier matin, c'est qu'en fait, il a imposé un rapport de force à Vladimir Poutine. Et c'est ça le changement de donne qui a provoqué les commentateurs qui ont dit peut-être que c'est un putsch. Mais je pense qu'initialement, il n'a jamais voulu faire un putsch. Il voulait juste avoir un effet de levier supplémentaire pour obliger les Russes, l'état-major russe, à négocier avec lui pour lui donner un nouveau statut spécial pour Wagner, éventuellement des contreparties financières pour lui, ses troupes, etc. Et à partir de là, il avait deux choix. Soit continuer sa fuite en avant et aller sa marche sur Moscou, mais est-ce qu'il avait les moyens de le faire? Pas vraiment. Soit il utilisait sa position pour l'utiliser comme un moyen de pression et obliger Poutine à négocier avec lui, ce qu'il a réussi à faire. Et par conséquent, Poutine, il avait des effets de levier, parce que Poutine ne pouvait pas provoquer une effusion de sang sur son propre territoire et demander à ses troupes de tuer d'autres Russes, et dans le même temps, Prigojine ne pouvait pas demander à ses troupes de tuer d'autres Russes. Donc comme les deux avaient intérêt ni à une guerre civile, ni à une effusion de sang, ils sont parvenus à un accord qui est quand même assez miraculeux quand on prend le fil du déroulé des événements d'hier. Ensuite, après, quelles sont les conséquences de ça? Est-ce que tous les accords du point vont être maintenus ou pas? C'est toute la question. Quel est l'avenir de Gerasimov, le chef d'état-major? Quel est l'avenir de Sergei Shoigu, les deux ennemis intimes de Prigojine? Quel va être l'avenir de Wagner? Est-ce que Wagner va véritablement être dissoute et intégrer l'armée officielle? Est-ce que Prigojine va véritablement être pardonné? Est-ce qu'il n'aura pas un accident dans les mois, les semaines à venir? C'est toutes les questions qui vont se poser par rapport à l'accord. Mais par rapport à ça, la question que vous posez, c'est que Poutine est certes affaibli d'un point de vue international, mais sa gestion des 24 dernières heures est quand même miraculeuse quand on prend le fil du déroulé. William Tay et après Gérard Vespierre. Il y a plusieurs points sur Vladimir Poutine. En fait, l'image qu'on a vue de Vladimir Poutine hier n'est pas celle qu'on a habituellement de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est considéré, et c'est le cas, comme un homme fort, parce qu'on peut se dire aussi qu'en Russie, soit on est un président fort, soit on est un président mort. Et la chose qu'il a faite, c'est qu'il a mis son ego de côté pour la cause de la Russie. Donc en fait, il y a deux façons de le voir. Soit vous dites que ses opposants disent qu'il a affaibli parce qu'il a perdu son autorité, sa verticalité, et qu'il n'est plus aussi impitoyable qu'avant, donc il n'éliminera pas tout le monde, même s'il faut être prudent sur le sort de Prigojine, je ne suis pas sûr totalement qu'il passe l'année ni l'année suivante. Par contre, il a gagné un autre volet. Ça veut dire que d'un point de vue interne et d'un point de vue extérieur, il est en capacité de passer des deals. Depuis le début de la crise, les Ukrainiens, le narratif ukrainien, c'est il faut renverser Poutine parce que c'est impossible de passer un accord avec Poutine pour régler le conflit en Ukraine. Si vous mettez à la place des Américains, notamment de Joe Biden, qui veut régler le conflit d'une manière ou d'une autre, ou de Xi Jinping, qui veut régler le conflit d'une autre, vous voyez Poutine qui a mis son ego de côté pour ne pas avoir un coup de feu tiré entre Russes et donc pardonner à Prigojine. Par conséquent, si vous mettez à la place des États-Unis, est-ce que les États-Unis ne se disent pas il y a moyen de négocier avec Poutine dans les années à venir, dans les semaines à venir? Est-ce que Xi Jinping ne se dit pas aussi il y a moyen de mettre Poutine sur la table pour arrêter ce conflit parce qu'il est capable de mettre son ego de côté pour arriver à une solution pacifique, notamment sur la gestion du conflit? Peut-être pas une paix, mais au moins une cessation des hostilités, comme ça a été le cas lors des accords de Minsk en 2014. L'autre volet sur le sort de Vladimir Poutine est quand même incertain. C'est-à-dire que malgré tout, des personnes peuvent se dire qu'ils peuvent défier Vladimir Poutine. Est-ce que Vladimir Poutine sera défié pendant qu'il y a la guerre en Ukraine? C'est peu probable parce que ça créera un front intérieur au sein de la Russie. Je ne suis pas sûr que l'armée, les forces politiques disent qu'il faut attaquer Vladimir Poutine. Par contre, il y a un espace qui est possible, c'est l'élection présidentielle suivante. Est-ce qu'ils ne se disent pas que c'est le moment éventuellement de contester Vladimir Poutine? Parce que si vous mettez à la place des postulants qui rêveraient d'être président de Russie, ils se disent que Prigojine a réussi à défier Poutine et pour l'instant il est encore en vie. Donc d'autres personnes peuvent se dire on peut désormais défier Vladimir Poutine et sortir en vie. Donc en fait Poutine, étonnamment, pourrait sortir renforcé sur différents plans parce qu'il sera en capacité de faire des deals. Par contre, il sort affaibli dans son autorité parce qu'il est plus aussi impitoyable, qu'avant, et deux, il ne tient pas autant le pays. Et en fait, c'est plutôt... Moi, je pense que cette image-là, on pensait que c'était Louis XIV, mais en fait, c'est plutôt Hugues Capet. William, très rapidement pour terminer justement sur cette communauté internationale qui a un peu retenu son souffle. Avec Elisabeth, nous explique un peu comment ça s'est passé spécifiquement aux États-Unis. C'est compliqué pour la communauté internationale parce qu'ils
le narratif qui est tenu depuis un an et demi, c'est que Poutine, c'est le mal. Et ils ont trouvé pire que Poutine avec Prigojine. Parce que si Prigojine était parti jusqu'à Moscou et qui remplaçait le patron du Kremlin, ça aurait été pire dans la mesure où sa ligne officielle qui était tenue sur la guerre en Ukraine était plus dure que celle que Poutine. Placé sur la liste des terroristes par le Parlement européen, il ne faut pas l'oublier, avec la ministre Wagner. Évidemment. Donc, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a pire que Poutine en Russie. Et ce n'est pas le récit qui est tenu. Non, je pense que la communauté internationale, maintenant, a une difficulté. C'est qu'est-ce qu'il faut faire sur le front ukrainien. Ça veut dire que c'est ça qui les concerne principalement, ce qui se passe en Russie, et à la rigueur, une affaire russe. Si par cas Poutine pouvait rester, que ce n'était pas un faucon qui était pire que lui, ça serait mieux. Mais sur le front ukrainien, il y a une difficulté, ce qu'on remarque depuis à peu près 6 mois, 1 an. C'est-à-dire que lorsque c'est une partie qui attaque l'autre, elle a des difficultés pour avancer. Lorsque c'est les Russes qui ont essayé d'avancer à Bakhmout, ils ont mis 6 mois, 7 mois à prendre la ville. De la même manière, la contre-offensive ukrainienne débutée le 6 juin n'avance pas pour autant. Ça veut dire que celui qui est en position défensive a un avantage. Donc, par cas, la communauté internationale a un choix, c'est est-ce qu'il faut donner plus de force à l'Ukraine pour changer le rapport de force actuel. Ça veut dire passer en économie de guerre au niveau de l'Union européenne et des États-Unis, ce qu'ils refusent de faire à l'heure actuelle.